Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir à nouveau de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. L'émission, vous le savez, elle donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Un autre invité pour toujours parler des mêmes sujets qui focalisent l'attention, mais tristement bien entendu, puisque la Guinée reste toujours minée par de multiples crises et dans le registre politique, mais aussi dans le secteur éducatif. Là-dessus, chacun se prononce, mais depuis là, la crise continue, ou sinon les crises continuent. La société civile, cette structure, cette entité médiane, quelle est toujours sa position, quelle est la démarche qu'elle mène par rapport à tout ça, puisque par moments, certains la sentent absente et même silencieuse. Et donc, pour en parler, je décide de donner la parole à Dr Dansa Kourouma. Il est le président du CNOCS dans cette émission, évidemment. Docteur Dansa, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de la disponibilité. Alors, deux sujets majeurs. D'abord, dans cette première partie, on va parler du processus électoral, les élections communales jusque maintenant et les crises qui ont accompagné cette phase d'installation des élus locaux et jusqu'à la phase de Matoto aujourd'hui qui fait débat depuis samedi. Puis dans la deuxième partie, nous parlerons de l'éducation, cette crise qui continue. Alors, justement, pour parler de cette situation, aujourd'hui déjà, certains vous sentent un peu silencieux. Alors que dès le début du processus, vous étiez là, vous dénonciez la signature de l'adoption de ce code électoral par les deux grands bords politiques en Guinée et vous étiez résigné à vous soumettre à leur décision. On a suivi le processus, les élections se sont passées. Lors des campagnes, vous avez soutenu des candidats indépendants, ainsi de suite. Aujourd'hui, la phase d'installation des élus a été émagnée de plusieurs crises. Depuis l'intérieur du pays jusque maintenant dans la capitale, on est à la phase de Matoto. Est-ce qu'il y a silence de la société civile ou est-ce que c'était un retrait de votre part d'abord? D'abord, je précise que on a tellement parlé, on a alerté, on a interpellé, on a fait des propositions pour éviter à la classe politique de tomber dans le piège des arrangements politiques. Parce que le code électoral, pas parce qu'on était contraint à l'état du code électoral, mais du fait de répercuter dans le code électoral les décisions d'un accord politique, c'était une faute politique grave. Et on savait bel et bien que ça allait rattraper la classe politique. C'était comme une sorte de malédiction. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de gérer les conséquences. 9 mois après, on n'a pas encore fini. Moi, je crois qu'une fois encore, il faut que les Guinéens se rappellent. Il faut qu'ils se souviennent des alertes et des cris de cœur de la société civile. Donc d'abord, vous êtes déçu par le fait que vous avez prévenu tout le monde de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une grande déception d'ailleurs, mais au-delà de ça, nous n'avons pas été suivis par la population. Une population qui est sous l'effet de la drogue, de la politique politicienne. Et aujourd'hui, quand vous voulez que votre émission soit bien suivie, il faut parler de ce qui s'est passé à Matoto. Il faut parler des spectacles politiciens qui ne disent pas leur nom. Alors nous sommes à une situation qui est difficile parce que l'opinion publique n'est plus impartiale. On a une opinion politicienne à près de 80%. Il est difficile de faire avancer le débat de la société civile dans un tel contexte. Donc nous voulons aujourd'hui changer de stratégie. On va travailler avec la population parce que ça fait plus d'une décennie, on ne fait pas de campagne d'éducation civique selon les règles de l'art. Alors il faut réveiller la conscience citoyenne, il faut réveiller l'engagement citoyen. Parce que la société civile n'est rien que le reflet de ce que le citoyen ressent. Voilà. Aujourd'hui donc, je l'ai dit, vous n'avez pas été écouté quand vous aviez dit déjà depuis le début que les partis politiques ne devaient pas s'inviter dans la gouvernance locale jusqu'à un certain niveau, par exemple au niveau des districts et des quartiers, mais non, ils se sont entêtés. On a fait les élections. Aujourd'hui, la phase d'installation des élus a été émaillée d'incidents. Et on se rappelle des cas de Guéasso, de Sigiri, de Kindia, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est Matoto, et ça, c'est depuis le samedi. Et quelle réaction vous avez à la situation? D'abord, tout le monde clame victoire à Matoto aujourd'hui, le RPG et l'UFDG. Sur cette situation, quelle est votre réaction? Et à la fin du compte, vous avez le ministre qui a invalidé le processus et qui projette une reprise totale. Et donc, c'est un peu la confusion depuis samedi jusqu'à date. D'abord, je regrette
du fait que dans ce processus, il n'y avait pas un huissier de justice. Et une décision de ce genre, il fallait demander les services d'un huissier. Tel que ça se passe, même nous, dans nos élections, on sollicite la présence d'un huissier avec des observateurs. Alors, le cas, en dehors de ce que la presse dira et de ce que des conseillers conscients témoigneront, on n'a pas d'informations suffisantes sur lesquelles on doit fonder notre opinion. Donc, la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, l'annulation pour moi, ce n'était pas le terme qui devait être prononcé, l'annulation de l'élection. Par le ministre de l'administration du territoire? Non. Le terme consacré était la suspension du processus jusqu'à nouvel ordre. Et cette suspension, parce que c'est lui qui organise, d'accord? Il peut suspendre et reprendre à sa convenance. Mais annuler, c'est comme si l'intervention était orientée contre le candidat qui aurait eu le maximum de voix. Donc ça peut être interprété politiquement dans un autre sens. La troisième observation pour moi, on est tous conscients que le processus n'est pas allé à terme. C'est une session, la première session, qui va consister à installer les conseillers dans leurs fonctions, mettre en place l'exécutif communal, qui n'est pas composé que du maire, qui est composé du maire et des vice-maires. Si on a installé le maire, ou si on a voté pour le maire, le processus de décompte, de reprise de décompte n'était pas fini. Un individu est venu interrompre ce décompte. D'abord, il faut mettre main sur cet individu. Pourquoi il est venu? Et établir les liens entre cette personne et les états-majors politiques. Est-ce que c'est une personne qui a été commissionnée par un parti politique? C'est la justice qui doit nous permettre de l'élucider. L'autre observation que je voulais faire, il est important aujourd'hui qu'après l'élection du maire, il faut déclarer celui qui est élu. Cette phase solennelle de déclaration est importante dans une élection. Nous n'avons pas enregistré à ça encore. Et le superviseur qui était censé le faire ne l'a pas fait ce jour? D'abord, en dehors de ça, sous réserve de nullité, il faut que le procès verbal de l'élection soit signé. C'est pourquoi j'ai demandé les services d'un huissier qui devait, au nom de la loi, témoigner de ce qui s'est passé, de la régularité du processus et d'endosser. Mais il n'y avait pas un huissier de justice. Donc, il faut encore, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, s'il y avait un huissier, la justice, le huissier était la croix entre la justice et les partis. Le ministre de l'administration du territoire, il n'a pas donné d'argument pour parler de l'annulation. Alors, nous attendons aujourd'hui, pour la transparence et pour l'intégrité de cette décision, que des argumentaires soient donnés sur la base des constats qui ont été faits sur le terrain et du rapport qui lui a été remonté. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette partie-là, parce que dès lors qu'il y a eu confusion, chacun a commencé à clamer victoire et c'est allé dans tous les sens. Et finalement, le soir, le ministre de l'administration du territoire sort effectivement pour dire qu'il y a eu éruption dans la salle, il y a des individus qui ont déchiré les bulletins, donc on annule. Et de tous les deux côtés, ces propos du ministre a été perçu comme quoi on annule tout et on revient à zéro le jour qu'on va reprogrammer. Il se trouve que, et du côté de l'UFDG, et même du côté du RPG, parce qu'il y a des gens du RPG qui disent non, c'est nous qui avons gagné, on n'est même plus prêt pour la reprise, on va installer notre maire. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui matin, pendant qu'on est sur ce plateau d'ailleurs, il y avait des RPGistes à la commune qui étaient venus pour installer leur maire, sauf qu'ils ont été dispersés. Donc les deux partis l'ont perçu comme ça. Vous dites d'abord que le ministre de l'administration du territoire ne devait pas, en tout cas, ce n'est pas le terme qui s'y est en disant on annule. Ce qu'il devait dire, c'est de dire on suspend. C'est une suspension du processus. Étant donné qu'il y a une phase du processus qui est déjà passée, c'est-à-dire... Qui était déjà en cours. C'est-à-dire le cas du maire. Le cas du maire était déjà en cours. Alors, il faut faire la part des choses, dans ce cas de figure, entre ce qui a été fait et ce qui devrait être fait. Est-ce que je n'étais pas dans la salle, donc les propos que je tiens n'engagent que moi, et donc je serai très circonspect là-dessus. Selon les témoignages, le comptage d'un candidat était fini, c'est le comptage du second où il y a eu interruption. Et naturellement, cette phase est importante. Ce n'est pas parce qu'un candidat est en avance qu'on ne doit pas compter pour l'autre. Une élection doit aller jusqu'à terme. Et on doit compter pour tous les candidats. Imaginez qu'en comptant pour l'autre candidat, on retrouvait 23 aussi. Et qu'on soit à 23, bizarrement. Ça fait 26. Au lieu de 45 électeurs, on allait avoir des preuves matérielles d'un cas de fraude ou de bulletin
double. Ou en tout cas, il allait avoir des preuves tangibles. Donc c'est pourquoi, surtout quand le scrutin est serré, il faut aller jusqu'au terme du processus. Mais là où c'est arrêté là, je me pose la question, en foi de quoi ce processus va être repris? Est-ce que c'est de reprendre à zéro ou bien il faut s'arrêter, il faut commencer là où on s'est arrêté. Et en cas de figure des bulletins désirés, éruption dans la salle, comment est-ce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne dis pas qu'on soit animé d'un esprit partisan, mais objectivement, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité de vous dire où cette opération va être reprise. Parce qu'il y a une confusion totale, il y a un fiasco total. Et maintenant, les responsabilités individuelles doivent être situées. Le superviseur du MATD doit s'expliquer. Le monsieur qui a tapé l'éruption dans la salle doit s'expliquer. Et c'est pourquoi on a dit dans notre déclaration, une action judiciaire est inévitable. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'huissier de justice. Il faut que les prochaines étapes, que le ministère comprenne que la loi, pour qu'elle soit valablement interprétée, on a besoin de l'œil du droit, qui est l'huissier en pareil cas, qui doit témoigner du déroulement de ce qui se passe. Et ces témoignages vis-à-vis de la justice passent comme lettre à la poste, parce que c'est un auxiliaire de justice. Bien. Donc, à tous les niveaux, on va dire qu'il y a problème. C'est un cas d'école. Et en ce qui concerne le code électoral, peut-être le code électoral n'interprète pas ces genres de faits inattendus. C'est-à-dire que vous dites que oui, on était arrivé à un niveau où on a fait des décomptes pour un candidat A, on était pour le candidat B et quelqu'un vient interrompre tout. Dans ce cas de figure, le ministre, au lieu de dire on annule tout, doit dire on suspend, on reprend là où on était. Mais les éléments sur lesquels on doit reprendre les bulletins, ainsi de suite, entre autres, certains sont déchirés, certains sont perdus, et vous dites là aussi c'est une difficulté de dire sur quelle base on va commencer. Bien sûr. Et maintenant, honnêtement, nous sommes devant une situation, dans une confusion totale, où seule la justice peut être le dernier recours en pareille situation. Et le ministre de l'administration du territoire doit faire une nouvelle sortie. Qui doit donc saisir la justice dans ce cas de figure? Le ministère lui-même, le ministère peut saisir la justice, parce que le ministre a tout à fait qualité, en tant qu'autorité qui supervise ces élections, de saisir la justice. Ou un parti qui se sent brimé et qui estime que le processus n'était pas régulier peut aussi saisir la justice. Parce qu'il faut avoir la qualité pour saisir la justice en pareil cas. Donc, je crois... En pareil cas, ça doit être le RPG, puisque c'est eux qui pensent que celui qui faisait les décomptes a compté doublement, ou que, voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, ça veut dire que c'est sans doute eux qui doivent saisir la justice. Si la justice n'est pas saisie, toute décision qui sera prise peut faire objet d'attaque en justice. C'est-à-dire, si on se contente d'une décision administrative, les parties qui ne seront pas satisfaites peuvent saisir la justice. Bien. Et c'est à elle revient le dernier mot. Bien. En pareil cas. Et en attendant cette situation, on ne peut qu'observer le cas des Matoto avec beaucoup de déception, puisque à l'étranger, ça met la Guinée dans une situation de honte, on va dire comme cela. Mais en même temps, je vous ramène encore sur l'ensemble du processus électoral relatif à ces communales. Vous avez été très touché par l'accord que les deux bords ont eu sur le code électoral. Mais pendant les élections, les campagnes, vous avez fait la promotion des candidatures indépendantes pour faire émerger des citoyens candidats et des citoyens futurs maires. Mais aujourd'hui, à la fin du compte, je veux dire, quel constat vous faites de l'attitude des candidatures indépendantes en général? Est-ce qu'ils ont déçu? Parce qu'on a vu des candidats indépendants à la fin qui se sont précipités dans les bras des partis politiques pour ne même pas attendre qu'on les appelle. Ils sont venus d'eux-mêmes pour dire, bon, finalement, je reviens à tel parti politique. Ils sont liés d'alliance. Et voilà, on a vu des candidats indépendants lever le bras même du président Alpha Condé à Kankan ou à Sigiri ou à Kouroussa. D'autres aussi qui vont à l'UFDG, d'autres à l'UFR, ainsi de suite. Est-ce qu'ils vous ont déçu? Si l'attente, l'idéal pour eux, c'était de créer une autre voie, un autre espoir pour les citoyens de ces localités-là? D'abord, je vous dis, notre référentiel d'appréciation n'est pas qu'un candidat indépendant ait levé le bras du président ou pas. Le président de la République
est le président de tous les Guinéens. Il n'est pas le président d'une commune. Alors, l'attitude d'un candidat face au président de la République n'explique pas la déchéance de la population. Bien. Il faut bien qu'on fasse la part des choses. Bien. Deuxième, ce n'est pas le président de la République qui était candidat. Il y avait des candidats dans les communes. La deuxième chose que je voulais dire, les candidats indépendants qui ont rejoint les partis politiques, c'est une déception. Ça, il faut le reconnaître. Parce que l'idéal était que ces candidats ouvrent une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, c'est dans le débat et dans le conseil communal. Et d'ailleurs, qu'ils constituent un foyer de consensus qui les permet d'influencer de manière impartiale et de plus dynamique le débat au sein du conseil. Mais je crois que c'est une élection à plusieurs étapes. Au-delà de la légitimité des élus, aujourd'hui, nous, on se focalise sur les capacités de participation citoyenne. Au-delà de celui qui est maire, son degré de légitimité, nous fondons notre espoir sur tout le conseil communal parce que cette mixité est importante. Vous pensez que ces candidats indépendants, au-delà de se rallier à des partis politiques, est-ce que certains ont quand même gardé leur indépendance, sont restés équidistants des partis politiques, ont juste voté secrètement, peut-être pour quelqu'un qui a pu le convaincre en tant que candidat pour la mairie, et donc vont pouvoir influencer la gouvernance, la gestion des mairies au fur et à mesure? Ça dépendra d'abord, de la motivation des citoyens. Pour ceux qui se sont déjà alliés aux partis politiques, on est sûr que la gestion, ils vont être comptables de la gestion de la commune au compte de ce parti politique. C'est inéluctable, mais la réalité des faits, c'est l'exigence de l'électeur qui me semble être le levier du changement. Des citoyens. L'exigence des citoyens. L'offre politique dépend de la demande politique. Plus on exige, plus on a la chance d'avoir beaucoup. Si on n'exige rien, on n'a rien. Ce qu'on a, on se contente de ça. C'est pourquoi nous voulons nous projeter dans l'avenir. Les anomalies, les insuffisances, les lacunes dans le processus électoral, nous l'avons prévenu, nous l'avons prévu. Et c'était une prémonition pour nous, en tenant compte de la loi qui doit constituer le socle de ce processus électoral. Ça, on a raté ce coche. Donc on a eu une mauvaise élection parce qu'on avait une mauvaise loi. Bien. Et cette mauvaise loi n'a pas été appliquée avec responsabilité par ceux qui sont censés de l'appliquer. Et les partis politiques, et l'administration, et la commission électorale. Par endroit, chacun a eu une responsabilité de profaner ces dispositions légales qui étaient déjà des lois obsolètes. Et qui nous fait vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Ce cauchemar d'aujourd'hui. Alors, projetons-nous dans l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est comment le conseil communal va fonctionner. Et quelle sera la qualité de la demande sociale? Quel sera le degré d'exigence de la population par rapport à des candidats qui les ont promis monts et merveilles? Pour leur commune, pour le développement de leur localité. De leur localité. Alors, mais donc, nous allons travailler en amont, pousser les candidats indépendants qu'ils continuent à refléter l'aspiration de ceux qui les ont choisis, parce qu'il y a des électeurs qui ont fait défection derrière leur parti politique pour soutenir des candidats indépendants. Ils ont une obligation de retourner l'ascenseur. La deuxième chose, l'ambiance globale dans les revendications sociales, dans la demande sociale doit être structurée. C'est pourquoi nous devons travailler de telle sorte qu'il y ait plus de citoyens responsables, engagés, pour qu'il y ait plus d'obligations et qu'il y ait de la pédagogie pour revendiquer, pour faire mettre en exergue ces revendications. Le plus grand dans cette affaire, ce n'est pas que les gens se battent encore pour qui va être maire, comment on va installer Matuto Ratoma. Le plus grand, c'est comment ces candidats-là qui ont fait des promesses pour le développement de ces communes, de ces localités, de ces villages, comment on va les confronter à leurs promesses. Pour ceux qui ont dit que notre commune sera la plus propre, il y aura des routes, des latrines, des aéroports, tout ceci, ça c'est des promesses de campagne. Et confrontés au projet de société, j'ai eu l'impression que ce ne sont pas les candidats qui ont battu campagne. J'ai eu l'impression que c'est les partis, les états-majors politiques qui ont battu campagne, y compris le président de la République qui a aussi battu campagne. Alors nous sommes dans une situation où la boulimie de l'élite politique a occupé tous les espaces de pouvoir, nous amène dans des arrangements, ou nous amène dans des attitudes ou dans des positions qui fragilisent notre processus démocratique. Ça, nous sommes dans ce tableau de figure. J'ai eu l'impression que ce n'est pas le développement local qui était leur leitmotiv. C'est comment occuper des espaces de pouvoir pour influencer les élections nationales.
Alors qu'en réalité, c'est un piège de la gouvernance locale, c'est le développement, c'est de porter les aspirations des communautés, c'est de rétrocéder une partie du pouvoir aux citoyens à la base. Mais c'est l'inverse, c'est la confiscation du pouvoir à la base et le confier au niveau du sommet. Nous avons fait l'inverse de la gouvernance locale. Et la société civile, ça ne marchera pas. D'abord, nous allons les prendre au mot. Si tu as promis des aéroports et que ce n'est pas toi pour telle commune, tu n'es pas le président de la République, comment est-ce que tu vas réaliser l'aéroport? Et le délai qu'on se fixera, c'est un mandat de 5 ans. Il y a un PDL sur 5 ans. D'abord, nous veillerons à ce que les PDL tiennent compte des promesses qu'ils ont tenues aux citoyens. Et les citoyens, chaque citoyen doit être porteur d'obligations et de propositions. Alors, si nous faisons comme ça et qu'il y a de la motivation, les gens viennent vers les maires, vers la commune, pour proposer, pour rappeler leurs obligations et de veiller à ce que le contenu du PDL soit appliqué à la lettre, ou du contenu du plan de développement urbain pour le cas de la commune de Matoto. Et Matoto, en principe, sur certains cieux, doit être 2 ou 3 communes. Absolument. Alors, c'est une méga commune qui ressemble à une république ailleurs, ou une région. Alors, nous sommes dans une situation où la gouvernance de cette commune exige naturellement de chaque conseiller des responsabilités et des pouvoirs. Et ça exige des citoyens, n'est-ce pas, de la vigilance et de l'exigence par rapport à ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont comme préoccupation réelle. Ça, on ne va pas dire que ce n'est ni Cellou Dalein, ni le président Alpha Condé qui vont assurer le développement de cette commune, mais c'est le candidat élu, son équipe et les conseils communaux et les citoyens qui vont exiger un certain nombre d'améliorations de leurs conditions. Donc, comme côté légal, il y a eu la dictature des partis politiques majoritaires, mais côté obligation, nous ferons de telle sorte qu'il y ait la dictature de l'opinion publique. C'est clair. Sur les détenteurs du pouvoir communal. Donc, si vous avez senti une quelconque, si on veut dire, un quelconque silence de la part de la société civile, c'est qu'ils sont là en observation, en attente que ces exécutifs communaux soient installés pour finalement les confronter à leurs promesses, à ce qu'ils ont promis aux citoyens pour la gouvernance locale, ainsi de suite. Et ça ne peut plus durer puisqu'il ne reste que quelques communes finalement, peut-être Kankan et Kamsar, et le cas Matoto qui reste encore une confusion totale. Et sur ce cas, vous venez d'écouter les différentes hypothèses que notre invité vient d'avancer pour résoudre justement la question de Matoto. Là-dessus, on va aller en pause. Et la deuxième partie, on reviendra justement pour parler cette fois-ci de crise au sein de l'école guinéenne, les démarches que le CNOCS a menées et ce qu'il faut pour aller vers le dénouement et pourquoi pas parler de la question de sécurité publique et la question des PA, la version ou sinon la position du CNOCS sur cette problématique. Tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme vous le constatez, toujours à mes côtés, Dr Dansa Kourouma, président du CNOCS, Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, évidemment. Dans la première partie, nous avons parlé du processus électoral, les élections communales, de bout en bout, jusqu'aujourd'hui, en ce qui concerne les incidents qui émaillent l'installation des élus et le travail qu'eux, ils comptent faire bien après l'installation totale de tous ces exécutifs communaux en ce qui concerne les attentes et leur confrontation à leurs promesses qu'ils ont tenues vis-à-vis des citoyens. Maintenant, on va parler de l'école guinéenne. La crise continue toujours et on sent de l'orgueil, de l'extrémisme dans tous les côtés. Côté de ceux-là qui manifestent, qui grèvent, et côté gouvernement, bien entendu. Pendant ce temps, il y a des élèves qui ne vont pas à l'école, il y en a qui y vont, et après, c'est des descentes des élèves dans les rues, ainsi de suite.
le CNOSS avait entamé des démarches à un moment donné. Et aujourd'hui, quelle est votre analyse de la situation puisque la crise perdure? Comment pensez-vous qu'on peut sortir de cette situation, de ce statu quo? D'abord, sur le plan légal, mais tu me permettras juste de dire un petit mot sur l'aspect politique avant d'introduire sur la crise sociale. Je voulais dire que parmi les raisons qui expliquent le déficit de légitimité de ces exécutifs, c'est la corruption qui a été utilisée. Ouais. La corruption à ciel ouvert. Il y a eu beaucoup de corruption. Beaucoup de corruption pendant les élections, lors des installations. Il y a même eu des débats recordés où des conseillers ne se sont pas cachés, qu'ils ont reçu 150 millions. D'autres ont reçu des avances, on ne les a pas payés. Il y avait des conseillers à vendre finalement. Des conseillers à vendre partout. Et il y a eu des gens qui ont reçu le milliard pour renoncer à leur candidature au poste de maire. Il y a des partis politiques même dans les négociations qui se sont donné des sommes faramineuses. Parce qu'il y a des partis en Guinée qui vivent dans le marchandage, qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas d'électeurs. Et évidemment, il y a même Honorable Damaro qui l'a avoué chez nos confrères pour dire qu'il y a eu de l'argent a été véritablement déversé sur la commune de Matoto, rien que dans le cas de Matoto. Oui. Donc là, c'est aussi un des aspects qui nous a déçus, que les gens ont fait circuler l'argent. C'est honteux que... Mais il y a quelque chose qui paraît bizarre. J'ai l'impression ici que les partis politiques ont autant d'argent que l'État. Ouais. Parce que il y a eu... J'ai assisté à une discussion une fois où il y a un parti politique qui a dit à un autre: vous pensez que même si vous gérez l'argent de l'État, on en a aussi. Ouais. Et cette fois-ci, on verra qui a plus d'argent. C'est pourquoi il y a eu de l'argent dans la plupart des communes importantes pour essayer de renverser la donne. Ce qui fait que même certains partis qu'on peut qualifier de petits partis, ont pleuré tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus rien. Il y en a qui se sont dit à la dernière minute, un de nos candidats nous a trahis parce que tel parti lui a donné de l'argent. Tout simplement. La morale avait disparu complètement. Le camp. Donc, en tout cas, on est en train de réunir des éléments d'appréciation parce que cette affaire ne doit pas rester impunie. La corruption politique, d'ailleurs, la corruption est un crime indescriptible, imprescriptible, je voulais dire. Cette imprescriptibilité doit nous amener à documenter les cas de corruption, quel que soit le temps que ça prendra. On va réunir des audios, réunir des éléments de preuves vidéo ou d'autres preuves transactionnelles écrites pour pouvoir attaquer en justice. Parce que si le processus électoral est biaisé de la sorte, je ne vois pas comment l'élection législative et l'élection présidentielle vont se passer dans ce contexte-là. Ça va donner, comment je vais dire, ça va donner des fils à retordre à la commission électorale qui va organiser ces élections. Corruption sur un code électoral biaisé et avec une limitation, une restriction des libertés de manifestation. Ce tableau est symptomatique d'une situation confrontationnelle qui peut dégénérer à tout moment. Bien. Voilà. Et on parle finalement de la crise autour de l'école guinéenne. Et quant à l'éducation, nous avons, face à l'enlisement de la situation, le bureau exécutif m'a mandaté de donner mes services au SLEG. Parce que le SLEG est une entité membre du CNOSS. Et je parle à l'antenne, ils peuvent me démentir. Le SLEG est membre fondateur du CNOSS. Nous les considérons comme une entité membre du CNOSS. Et quand un bras de fer s'engage entre le SLEG et le gouvernement, on ne voit pas d'issue. Il faut qu'en tant qu'organisation, plateforme nationale, qu'on fasse une démarche pour sonder le terrain, savoir les points de blocage et faire des propositions pour avancer. Nous avons été très bien reçus par le SLEG, c'était un débat intéressant, le bureau exécutif du SLEG était là dans une majorité et nous avons aussi une forte délégation de la part du CNOSS. Il était promis que le CNOSS rencontre le gouvernement. Mais le soir, le lendemain, une déclaration du SLEG s'attaquant à ma personne, m'insultant, me traitant de tous les noms d'oiseaux, et même nier que la rencontre a eu lieu. Cette situation de porter les revendications m'a déçu. Parce que si les politiques ont déçu par manque d'éthique, si les organisations de la société civile qui défendent les citoyens aussi ne font pas montre d'éthique, je ne sais pas qui va défendre le citoyen. Donc une fois encore, j'ai été très déçu
Mais comme je suis habitué, la Guinée, il suffit seulement de vous lever pour bien faire. Vous êtes traité en tout cas, être au service de la nation. Vous allez essuyer des tirs importants. Donc ça ne me découragera pas. J'ai continué, j'ai rencontré le chef du gouvernement qui m'a reçu avec assez de respect et j'ai fait part des revendications et de mon point de vue sur la crise. Mais retourner au SLEG pour faire le compte rendu de ça, ils ont fermé complètement la porte. D'accord. C'est pourquoi... Donc c'est qui vous a plombé, bloqué dans votre élan? Dans notre démarche de négociation. Alors il fallait passer par d'autres personnes ressources pour qu'ils fassent avancer la chose. Peut-être il y a un problème d'ego. Personne ne veut, peut-être certains ne veulent pas que ce soit Dr Dansa qui décrispe la situation. Il faut reconnaître qu'au sein même de la société civile, il y a des pro-grèves et des contre-grèves. Bien sûr. Nous sommes dans une situation où la revendication de SLEG n'a pas la légitimité de toute la classe sociale. Donc il y a un travail de pédagogie à faire de la part du SLEG pour ne pas faire perdre les enseignants. Bien. Le radicalisme sur des positions de revendication, parfois nous sortons perdants. Donc une fois encore, le gouvernement doit accepter de résoudre cette crise. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, ça entretient les inégalités. Et plus les inégalités sont accentuées, ça menace la paix sociale. Bien. Parce que ceux qui ne vont pas à l'école, c'est parce que leurs familles sont pauvres. Parce que les écoles privées étudient. Mais c'est dans les écoles publiques où il y a des problèmes. Et à Conakry, il y a une amélioration de la fréquentation des écoles, mais dans les zones rurales, qui contrôle est-ce que les enseignants et les enfants viennent à l'école? Mais plus grave que l'État doit encore intégrer, c'est naturellement du fait que les enseignants viennent à l'école, mais ils ne dispensent pas correctement les cours. Parce que venir en classe, c'est une chose, mais dispenser convenablement les cours, c'est une autre. C'est pourquoi, de part et d'autre, la solution n'est pas les vacataires, mais la solution, c'est c'est-à-dire dialoguer pour trouver une solution de sortie de crise. Et puisque nous sommes dans une situation d'ailleurs, je rappelle que vous avez annoncé un sondage dépouillé de tout rapprochement de différents bords, un sondage sur le taux de fréquentation des écoles en ce moment de la crise, les écoles publiques, les écoles privées, aussi les enseignants, que vous allez publier dans la semaine. Avant de parler de ça, mais justement, vous avez parlé de dialogue. Pendant que nous sommes dans l'extrémisme de tous les bords, vous avez le Premier ministre qui dit: demandez-leur de suspendre la grève, puis on va parler. On va commencer par parler de primes, de ceci ou de cela. 8 millions, c'est vraiment un rêve. Et vous avez Souma et ses amis qui disent: on ne suspend pas, et d'ailleurs il y a tellement d'argent qui rentre qu'on peut tout avoir. Alors je ne sais pas comment vous imaginez que ces deux bords-là se retrouvent aujourd'hui. Vous savez, il y a une réalité, le syndicat doit relever le niveau du débat. Il y a de l'argent qui est rentré pour construire des ponts ou construire des infrastructures. Et on ne peut pas imaginer que cet argent peut être pris avec une calculatrice, multiplié et distribué directement aux enseignants. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bien qu'il y ait une certaine logique. Ils doivent regarder le cadrage macroéconomique, ils doivent regarder les prévisions de l'État, analyser le budget national et faire des propositions pour améliorer les conditions des enseignants. L'idée des 8 millions, personnellement, c'est mon intime conviction. L'idéal, c'est l'Eldorado. Mais c'est un idéal qu'on ne peut jamais, c'est comme l'horizon. Plus on s'approche, plus ça devient hypothétique. Et il faut que la Guinée soit un pays où les ressources sont inépuisablement exploitées et la corruption réduite au plus bas niveau pour que ces salaires-là soient possibles d'être payés. Mais c'est un rêve. Il faut que tout le monde travaille pour que notre système éducatif soit performant et que ça contribue à former des élites et des bons citoyens qui soient capables d'imposer une certaine redevabilité pour que chacun soit le gendarme des biens publics. À cela seulement, on nous donnera la possibilité de réduire la corruption. Et l'argent utilisé peut être redistribué équitablement. Bref, mais avoir des logements pour les enseignants, je suis tout à fait partant. Que ce débat soit posé. Ce débat soit comme posé. Le Premier ministre le demande. Il a déjà posé les premières briques, n'est-ce pas, de ces genres d'infrastructures. Ça ne m'impressionne pas. Je connais en Guinée, on peut proposer les premières pierres d'une infrastructure plusieurs fois. Chaque ministre, chaque gouvernement qui vient pose une brique. Finalement, on ne voit même plus les briques. On déterre l'autre brique, on met d'autres briques. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une situation où les citoyens ont renoncé à leurs obligations de veille. Mais sinon, si à pose de première pierre, on reprend encore, les citoyens doivent dire: ah non, vous avez posé ça, ça fait 1 an, 2 ans que vous n'avez rien fait, vous êtes en train de nous tromper. Cette obligation-là,
il faut que toute la Guinée, ceux qui m'écoutent dans cette émission, nous aident à construire cette obligation. La meilleure façon de sortir la Guinée de la situation actuelle, c'est d'investir dans la conscience du citoyen, pas le militantisme politique. Il ne nous permettra jamais d'aller de l'avant parce qu'il est sur fond ethnique. Alors, pour moi, les logements sociaux, sans parler de populisme pour leur construction, on doit avoir le terrain, on doit avoir les habitations qui doivent commencer déjà à monter. Ça, on peut croire au gouvernement. Bien. Deuxième chose, le transport public. On a mis des bus en circulation. Tout le monde sait que c'est des vieux bus. Alors, il faut améliorer ce transport, étoffer étoffer le parc du transport public. Que ça soit privatisé, et l'État aussi doit prendre ses responsabilités. Mais payer avant que ces réformes ne rentrent en ligne de compte, améliorer les primes de logement et les primes de transport des enseignants. Bien. Mais plus sérieux encore, les enseignants sont des pères de famille. Vous savez que la plupart de nos enseignants ont leurs enfants dans les écoles privées. Mais ils payent cette école. Bien sûr. Mais un enseignant qui est de même génération que nous, il a en moyenne 4 enfants, s'il s'est marié tôt. L'éducation de ces enfants, c'est supérieur au salaire que l'enseignant reçoit. En contrepartie, l'État doit accorder des facilités pour les enseignants, pour l'éducation de leurs propres enfants. Et tout ce débat ne peut se faire que dans un cadre apaisé et responsable, ou dans un cadre de réflexion pointue, où on ne viendra pas en montant les épaules, le Premier ministre taper le poing sur la table, on va vous arrêter. Ces intimidations doivent cesser. Il doit, comme il est en train de le faire, il doit convaincre le syndicat à venir discuter raisonnablement. Bien. Pourquoi lui-même ne pas faire un déplacement pour aller discuter avec le syndicat? De tout compte fait, on est en train de tirer un objet fragile dans tous les sens. On ne sait pas où ça peut se couper. Bien. Donc, une fois encore, le dialogue, je l'exige, et cette inégalité qui se creuse, elle sera préjudiciable à la fin de l'année, parce que je me demande comment on va organiser les examens nationaux. Et c'est là-dessus que je vous envoie sur la piste de votre sondage, le sondage que le CNOCS a fait très discrètement, d'ailleurs vous l'avez dit, un sondage effectué sur le niveau de fréquentation des écoles en ce moment même de la crise par les élèves dans les écoles publiques privées, mais aussi le niveau de fréquentation des enseignants. Alors, avant de rendre public le rapport, permettez-moi de vous dire, je vais vous donner un seul chiffre, le taux de fréquentation à Conakry des élèves dépasse les 50%. Des écoles publiques. Les écoles publiques, nous sommes dans les 60%. Le rapport reste à consolider. Vous allez avoir tous les détails, toutes les analyses, mais l'évolution de ces statistiques pendant la semaine. Mais dans les écoles privées, c'est un taux de fréquentation très élevé qui dépasse les 70%. Bien. Alors, les enseignants contractuels et les enseignants titulaires ont commencé à venir à l'école. Mais l'important du sondage, le sondage doit être aussi qualitatif. Est-ce qu'ils viennent à l'école, ils enseignent? Tout à fait. Alors, il y a des enseignants qui viennent, qui ne dispensent pas des cours. Et cela va écairer les lanternes de tout le monde, sur leur responsabilité par rapport à la situation. Donc, mais en tout état de cause, moi je demanderai au SLEG d'accepter encore de sauver cette année scolaire. Bien. Parce qu'il y va tout à fait de la crédibilité de SLEG. Mais tirer les choses en longueur, finalement l'État va jouer l'usure. Les États n'ont pas de sentiments. Les États ont juste des intérêts. Et sont capables de sacrifier n'importe quelle cause. La puissance publique est capable de sacrifier n'importe quelle cause. Donc l'intelligence de M. Souma et de ses amis doit s'exprimer. Et cette intelligence doit aller en faveur de la construction d'une paix durable et de la crédibilité de la revendication syndicale, mais pas juste les problèmes d'ego ou des problèmes de populisme. Il ne faut pas que l'État les attire sur son terrain de coercition, sur son terrain de piège. Ils doivent comprendre. Donc une fois encore, c'est le bon moment d'arrêter cette affaire et de signer un accord, même si c'est en 2020 que les enseignants puissent obtenir une augmentation de leur salaire de base, quelle que soit la hauteur, même si on a 4 millions aujourd'hui ou 3 millions comme salaire de base des enseignants, c'est une évolution. Absolument. Avec les primes qui seront revalorisées en tenant compte des niveaux d'éloignement. Et les acquis de 40% déjà. Et les acquis de 40%, pour moi, c'est des avancées. Bien. Donc, cette lecture intelligible et intelligente doit être faite par le SLEG. Alors, sécurité publique en 30 secondes, la position du SLEG ou personnellement votre position là-dessus, l'installation des PA, vous n'avez
pas eu l'occasion de vous exprimer sur cette question, parce que oui, qui parle de sécurité publique, cela aussi intéresse la société civile, la sécurité des citoyens. Quelle est votre position sur cette D'abord, l'affaire de PA est une solution qui a déjà apaisé la situation. Vous convenez avec moi aujourd'hui, quand il y a manifestation, les actes d'agression, de vandalisme qui s'opéraient sur l'axe sont amoindris. Et pour l'instant, il y a des organisations qui travaillent sur le monitoring du respect des droits humains. Pour le moment, je n'ai pas eu un rapport accablant sur les cas d'abus de ces unités mixtes. Ça, je félicite les initiateurs par rapport, parce qu'il y a une sécurisation. Mais ce qui ne marche pas du tout, ça ne doit pas s'installer dans la durée. L'État doit investir, parce que c'est un calcul économique. Plus les PA perdurent, ça fait des saignées financières. Et nous avons un système financier qui n'est pas encore solidement implanté. Donc il peut y avoir de la corruption, des détournements, des vols. Et finalement, cet argent-là pouvait être utilisé pour construire des commissariats et des gendarmeries de proximité, pour que ça soit un recours pour les citoyens. Alors, il faut faire ce calcul. C'est des actions qui doivent être dans le temps, 1 mois maximum, ou 2 mois. Pour contenir le problème du moment. Le problème du moment, et dissuader. Ensuite, investir pour construire. Il y a des commissariats de proximité qui sont construits. Le budget n'atteint pas 300 millions. Il faut les équiper. Il faut juste avoir plus de maisons, déployer des gens, accorder une certaine commodité aux forces de sécurité pour les permettre d'être au service des citoyens. Et d'être opérationnels. D'être opérationnels. Et au-delà de cela, il y a la question de l'interdiction des manifestations. C'est quelque chose qui me ronge aujourd'hui. L'État ne doit pas interdire systématiquement les manifestations. Ça, c'est une violation de la Constitution, c'est une violation des droits de l'homme. Le droit de manifester fait partie des libertés individuelles et collectives. Si on prive un citoyen de la manifestation, c'est qu'il est capable de faire n'importe quelle voie, de passer par n'importe quelle voie pour s'exprimer. Et ça, ce n'est pas bon. Alors nous sommes dans une situation où l'État, au lieu d'interdire les manifestations, doit les réglementer en appliquant la loi, la Constitution et le Code pénal, qui clarifient les conditions d'organisation et quelle est la responsabilité de ceux qui organisent. Mais j'ai l'impression que l'administration ou l'État a peur des partis politiques, parce que quand il y a une manifestation et qu'il y a des violations, des violences, ceux qui ont organisé la manifestation doivent répondre. Absolument. Et l'État ne veut pas faire la justice. C'est un refus d'appliquer la loi en rendant justice. S'il y a mort d'homme, l'État a l'obligation de diligenter rapidement une enquête et de dire quels sont les coupables, les commanditaires et les complices de ce meurtre-là ou de cette tuerie. Et cette interdiction aujourd'hui frappe tout le monde, parce que c'est au-delà même des partis politiques. Y compris la société civile, y compris les citoyens lambda. Donc je demande à l'État de reconsidérer très rapidement cette position. Ce n'est pas du tout parce que l'opposition, c'est un bras de fer entre lui et l'opposition. Non, ça les dépasse les deux. C'est un droit civique. Et on ne doit pas nous empêcher du tout de nous exprimer. Surtout, même les dirigeants savent que le pays n'est pas sur la bonne trajectoire. On le sait bel et bien. Parce que le chômage, le vrai risque qu'on court dans ce pays, ce n'est pas les manifestations, c'est le chômage. Parce que quand la jeunesse décide de rompre son silence, ce n'est pas bon pour un pays. Aucune force ne peut maîtriser ça. Alors pour le faire, et que les manifestations sont encore contre-productives pour le développement de la croissance ou pour l'amélioration de la croissance, nous sommes dans un serpent, dans un cas de figure où le serpent mord sa queue. Alors c'est en tourne en rond. Alors on doit trouver la bonne solution en appliquant de manière responsable la loi et d'éviter que ce soit le 2 poids, 2 mesures. C'est clair. Merci, docteur Dansard, d'être passé. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. À très bientôt. Merci. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Merci de votre attention. À demain pour un autre numéro avec un autre invité sans doute. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.